Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Clés où l'on va se pencher sur un sujet sensible. Qu'est-ce qu'un crime de génocide ? Alors que ce mot de génocide est largement utilisé, mobilisé dans le débat public autour de la situation à Gaza, on s'est dit que ce serait utile de revenir aux bases du concept juridique. Pourquoi et comment la justice internationale qualifie-t-elle certains crimes de génocide ? On va tenter d'y voir clair et si l'on a décidé de creuser cette question, c'est notamment au départ d'une petite vidéo qui a suscité beaucoup d'émoi. La première, les clés. C'est une séquence qui a énormément circulé sur les réseaux sociaux, reprise aussi par les sites de grands médias traditionnels. Une vidéo d'un débat organisé à Louvain-la-Neuve par le Code citoyen et qui rassemblait les différents présidents et présidentes de partis francophones belges le 18 mars dernier. À un moment donné de ce débat, au départ d'une question du public, se pose la question de savoir si, oui ou non, il y a un génocide en cours à Gaza, s'il faut qualifier en ces termes l'offensive israélienne sur ce territoire où vivent plus de 2 millions d'habitants. Ce à quoi le président du MR, Georges-Louis Boucher, répond en ces termes. Je pourrais dire énormément de choses, il y a juste quelque chose qui, moi, me frappe beaucoup, c'est l'usage de certains concepts, parce que je ne connais aucun, et ça ne veut pas dire que la réaction est proportionnée, mais je ne connais aucun génocide dans l'histoire de l'humanité où il y a plus d'habitants à la fin qu'au début. Et donc j'invite quand même chacun à garder un peu le sens des mots. Le sens des mots. C'est pas par hasard qu'on utilise le mot génocide quand on traite de l'État d'Israël. On ne l'a pas utilisé à l'égard de l'Arabie Saoudite par rapport à ce qu'elle fait au Yémen. On ne l'utilise pas en ce qui concerne le conflit à l'est du Congo. D'ailleurs, M. Mugemagabo n'a jamais voulu l'utiliser pour les Ouïghours en Chine. Et c'est très particulier que, comme par hasard, quand l'État d'Israël est en cause, alors on vient avec ce concept. Quelques minutes plus tard, c'est Paul Magnette, président du PS, qui réagit en posant cette question à Georges-Louis Boucher. Je ne sais pas ce que vous avez voulu dire, M. Boucher, quand vous avez dit qu'il n'y a pas de génocide quand il y a plus d'habitants après qu'avant. Parce que le génocide, M. Magnette, je vais juste vous donner la définition. Le génocide, c'est la volonté délibérée de faire disparaître une population en raison, par exemple, de sa nationalité et de son origine. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous prenez la population juive en 1940 et aujourd'hui, eh ben, ils ne sont toujours pas revenus au même niveau. Ça, c'est un peuple qui a subi un génocide. Si vous prenez la population palestinienne en 1940 et aujourd'hui, la population a quadruplé. Ce sont des faits. Et donc, très franchement... Le débat s'envenime. Le président du PS fait mine de se lever, de quitter le débat, et puis accepte quand même de répondre. Le monologue qu'on vient d'entendre là, je suis désolé, M. Boucher, me glace les sangs. Ce que vous dites me glace les sangs. Mais excusez-moi, quand je vous entends dire la population palestinienne a quadruplé depuis le lendemain de la guerre, donc il n'y a pas de génocide, oui, ça me glace les sangs. C'est un fait, M. Magnette. Un génocide, c'est une destruction de population. C'est une destruction de population. Il y a quand même des étudiants en droit dans cette salle. Il y a des étudiants en droit ou pas dans cette salle? Il y a quand même des concepts. Eh bien justement, ce sont ces concepts sur lesquels on va s'arrêter. Que dit le droit à propos du génocide ? Qu'appelle-t-on un crime de génocide ? Sur quoi se basent les juridictions internationales pour le qualifier comme tel ? C'est précisément ce que nous allons prendre le temps d'explorer à présent dans cet épisode. Et avec nous pour essayer justement de clarifier tout cela, Damien Van der Merch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes magistrat, vous êtes professeur émérite aussi à l'UC Louvain, et puis vous avez été par le passé juge d'instruction, notamment dans les affaires Rwanda, et c'est notamment par cette porte d'entrée-là que vous vous êtes beaucoup intéressé à ces notions de génocide. Alors,
Commençons peut-être par les mots tout d'abord. On va se pencher dans cette émission sur une notion de droit, en l'occurrence le crime de génocide, tel que reconnu par la justice internationale, par la justice de notre pays d'ailleurs aussi. Et peut-être que c'est utile justement de rappeler en préambule que parler d'un génocide ou d'un crime de génocide, eh bien ce n'est pas exactement la même chose. Oui, c'est souvent une difficulté qu'on a d'ailleurs. C'est quand on évoque aussi dans des conversations ou dans des débats comme ceux qu'on vient d'évoquer, c'est que souvent on confond la notion de génocide dans un sens usuel du terme, dans un sens historique, c'est-à-dire souvent un chiffre avec beaucoup de zéros comme victime. Donc c'est-à-dire le résultat quelque part du crime, donc c'est-à-dire la catastrophe humaine. Il faut quand même savoir que l'ampleur, le caractère massif, évidemment, du génocide est un élément tout à fait interpellant. Mais lorsqu'on parle de crime de génocide, nous, juristes, c'est une définition, et c'est important d'ailleurs que ce soit défini de façon très claire, pour qu'évidemment, en termes de poursuite pénale, on sache ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et la notion de crime de génocide ne s'identifie pas au résultat. En fait, ce qui caractérise le crime de génocide, c'est l'intention. L'intention des auteurs, c'est-à-dire cette intention, d'ailleurs c'est la Convention de 1948 pour la prévention, et c'est intéressant, on en parlera peut-être de prévention et répression du crime de génocide, pas du génocide, du crime de génocide, où vous avez une définition. Cette définition, c'est la même en Belgique, c'est la même pour la Cour pénale internationale, donc c'est très bien, c'est une définition commune. Et que dit cette définition? C'est que les auteurs ont agi, et quand on parle d'action, c'est évidemment des meurtres, c'est des conditions humaines destinées à détruire le groupe en tant que tel, des entraves aux naissances, donc c'est quelques comportements extrêmes bien entendu, mais avec cette intention particulière, c'est l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe. Et là, il y a 4 critères, il n'y en a pas d'autres. C'est le groupe national, le groupe religieux, le groupe ethnique ou le groupe racial en tant que tel. Donc c'est sur ce critère-là qu'on a quelque part mobilisé toutes les actions pour s'en prendre au groupe. Mais ce qui est important évidemment de voir, c'est que le crime de génocide, il commence au premier mort. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait des dizaines de milliers, des centaines de milliers, d'un million, puisqu'évidemment l'incrimination a pour but d'empêcher aussi, en fait, d'essayer quand même de dire que l'interdit du crime de génocide commence au premier mort, pas malheureusement au dernier. Alors souvent il y a la confusion évidemment, c'est qu'on va dire il y a un génocide, il n'y a pas de génocide à tel endroit. Alors pour moi, le bon exemple, c'est le massacre de Srebrenica. Donc c'était un massacre en 1995 de 8000 musulmans, hommes musulmans, qui ont été tués parce que c'était des hommes, des jeunes hommes musulmans qui ont été tués en tant que tels. Ça a été qualifié de crime de génocide par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Donc on a estimé que ça correspondait à la définition. Mais je crois que dans le langage courant, on ne soutient pas, quand on parle de génocide du XXe siècle, on parle génocide des Tutsis, on parle la Shoah, et on évoque aussi génocide des Arméniens. Mais donc c'est une autre, j'ai envie de dire, ça correspond à autre chose. C'est d'un côté le résultat, malheureusement, de crimes de génocide, là on est bien d'accord, mais pour qu'il y ait crime de génocide, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait ce constat d'ampleur. Alors c'est vrai qu'on est par rapport à un crime massif, mais il ne faut pas ce résultat pour qu'il y ait cette incrimination. Donc on pourrait se dire quelque part qu'il y a le regard de l'historien sur le génocide, où rétrospectivement on va voir qu'il y a un groupe social qui a été largement détruit en tout ou en partie, et ça on va dans le langage usuel courant dire oui, ça c'est un génocide, typiquement le génocide des Arméniens ou la Shoah, tandis que le juriste il intervient déjà souvent quand des crimes sont encore commis, et l'enjeu ce n'est pas de dire tiens, est-ce qu'au regard de l'histoire on a là un génocide, mais est-ce qu'on a cette intention génocidaire, cette intention de détruire en tout ou en partie un groupe social. Et c'est là-dessus que vont se pencher les instances comme la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale. Tout à fait. Donc, en d'autres termes, pour qu'il y ait génocide, il ne faut pas qu'il y ait déjà un génocide dans le sens courant du terme, c'est-à-dire, la réalité, c'est souvent des millions de morts. Donc, au Rwanda, c'est 1 million de morts. Alors, tout le monde est d'accord de dire qu'il y a un génocide au Rwanda et qu'il y a des crimes de génocide, mais l'exemple de l'ex-Yougoslavie, Srebrenica, est un bon exemple, puisque là, il y a 8000 morts. On ne peut pas dire que tout l'ensemble de la population bosniaque musulmane bosniaque a été détruite, mais en tout cas, ce groupe-là, il y avait l'intention de s'en prendre en tout ou en partie à ce groupe-là, en raison du critère ici religieux musulman.
Et pourtant, effectivement, comme le souligne ici Damien van der Merch, généralement quand on cite les génocides du XXe siècle, on va retenir la Shoah, le génocide des Arméniens ou le génocide des Tutsis au Rwanda, mais beaucoup plus rarement le génocide des Bosniaques musulmans, alors pourtant qu'il y a bien eu, consécutivement au massacre de Srebrenica, une qualification de crime de génocide de la part de la Cour internationale de justice et du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Ceci dit, une question que je me pose encore, c'est pourquoi avoir développé cette incrimination spécifique pour crime de génocide en 1948, alors que l'on avait déjà depuis 1945, depuis le procès de Nuremberg, une qualification pour crime contre l'humanité, qui désigne des actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute une population civile. Pourquoi a-t-on alors jugé utile d'ajouter cette qualification de crime de génocide ? Alors, d'abord, je pense que dans la quasi-totalité des situations, le crime de génocide est un cas particulier du crime contre l'humanité. Et puis sur le crime contre l'humanité, ce qui caractérise, c'est l'attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Le génocide, on s'en prend aussi à des civils, puisqu'on s'en prend sans distinction à tout le monde. Donc on est dans un cas particulier. Alors, c'est évidemment l'histoire qui nous a amené à cela, c'est que le génocide a ce site particulier, c'est qu'on s'en prend à des personnes pour ce qu'elles sont et pas ce qu'elles ont fait. Habituellement, on s'en prend à des personnes, on leur reproche certains actes ou même certaines pensées. Ici, rien du tout. On s'en prend simplement parce qu'elles sont d'une certaine religion, parce qu'elles sont d'une certaine ethnie, parce qu'elles sont d'une certaine race. Et donc, c'est cette expérience terrible de s'en prendre. Et quand on dit qu'on s'en prend non seulement ici, Srebrenica, c'était encore des adultes, mais on s'en prend aux enfants et on s'en prend même aux générations futures. C'est vraiment exterminer jusque dans les générations futures au nom simplement d'une diabolisation de ce que ces personnes sont. Elles sont juives, elles sont tutsis, ce qui jusqu'à nouvel ordre n'est pas un crime évidemment. C'est une instrumentalisation pour disqualifier l'autre, mais aller jusqu'à son extermination. Avec effectivement des actes spécifiques qui sont qualifiés dans ce crime de génocide. On peut s'en prendre à ce groupe via le meurtre de certains membres du groupe, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça peut être d'autres façons de s'en prendre au groupe, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale des personnes du groupe en question, la soumission à des conditions d'existence qui ne peuvent qu'entraîner à terme la destruction de ce groupe, des mesures qui viseraient à entraver les naissances dans le groupe ciblé, voire aussi, c'est spécifiquement mentionné, des transferts forcés d'enfants du groupe visé vers un autre. Ça, ce sont les actes qui peuvent être commis et qui sont qualifiés de génocide. Il y en a 5, mais un seul suffit pour qu'on puisse à un moment donné considérer qu'on a affaire à un crime de génocide. La liste n'est pas tellement longue pour les crimes de guerre, par exemple pour les crimes contre l'humanité, la liste est plus longue. Mais ici, on évite, quand on détruit un groupe, on évite à des meurtres, on évite à des conditions d'existence entraînant la destruction du groupe, ça veut dire aussi des meurtres, puisque c'est intentionnel. Mais ce qui caractérise ces 5 comportements, ce qu'il faut en plus, c'est cette intention spécifique. Cette intention de vouloir exterminer l'autre jusqu'au dernier. Ça ne veut pas dire qu'on y parvient, bien entendu, et heureusement. L'histoire nous apprend qu'on n'y parvient pas. L'illusion des génocidaires, c'est de dire qu'on va obtenir enfin la paix, qu'on va enfin avoir notre territoire à partir du moment où on aura éliminé l'autre jusque dans ces générations futures. On a entendu ça au Rwanda. C'est dire cet ennemi de toujours, il faut l'éliminer jusqu'à la racine, pour qu'on en soit débarrassé définitivement et on vivra enfin en paix. Donc c'est au nom, soi-disant, d'une recherche de la paix qu'on commet le crime de génocide en disant il n'y a pas de place pour deux. Alors évidemment, ça évoque malheureusement l'actualité, c'est de dire de cette logique où il n'y a pas de place pour deux et donc où cet ennemi de toujours, ou cette gangrène de la société depuis toujours. Vous voyez, c'est chaque fois des termes, des discours. En fait, ce qui est particulièrement inquiétant dans le discours, je veux dire, extrémiste génocidaire, c'est qu'en fait, on fait de l'autre un sous-humain, un autre qui n'a pas le droit de vivre. Et au nom de quoi ? De critères qui sont fallacieux.
Bon, si on prend les critères, c'est quand même intéressant de revoir les critères. Le critère racial. Alors, on a des discours extrémistes, racistes. Donc, c'est ça qu'on veut évidemment toucher, qui amène jusqu'à s'en prendre à l'autre, je veux dire de façon générale, à travers le groupe. La race, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Donc, on en vient... Alors évidemment que quand on parle de racisme, on voit de ce dont on parle. Mais si on parle de race, l'ethnie, au Rwanda, c'était le paradoxe. L'ethnie, c'est des personnes qui partagent la même culture, la même histoire, le même territoire. Il n'y a qu'une ethnie au Rwanda. C'est les Rwandais. Il n'y a qu'une ethnie. Par contre, on a construit, à travers le passé colonial, sur des, finalement, différences qui étaient des différences en fait sociales, on a construit des ethnies. Et donc c'est une pure construction dont nous sommes en partie responsables avec la carte d'identité qui a stigmatisé, mais à un moment donné, il fallait la carte d'identité pour identifier la personne, ce qui montrait bien qu'il n'y avait pas de différence objective, qu'il fallait la carte d'identité pour mobiliser quelque part ce critère, et ça s'est avéré redoutable. Alors, religieux, on peut aussi dire à un moment donné, ben oui, on se bat au nom de la religion, mais enfin, le Dieu chrétien, le Dieu juif, le Dieu musulman, c'est le même. Enfin, c'est vraiment cette instrumentalisation. La nation, on peut même dire ici le sol belge, ben, on a été hollandais, on a été espagnol, on a été français. Quel est le sens finalement? Mais on retrouve ça évidemment dans les discours nationalistes, discours racistes, discours ethnicisants. Il n'y a pas de place pour deux. Et bien entendu, le discours nationaliste. Donc on retrouve évidemment cette instrumentalisation avec cette, je dirais, proposition terrible du génocide, c'est de dire il faut s'en débarrasser. La solution finale. Et donc, il y a bien dans l'intention de ceux qui ont théorisé cette incrimination pour crime de génocide, non seulement l'idée de pouvoir punir ceux qui l'ont perpétré, mais aussi de prévenir les mécanismes qui peuvent conduire à ces génocides, nationalisme, racisme, détestation de la religion de l'autre, etc., etc. Le crime de génocide est l'aboutissement d'un engrenage que le droit humanitaire, le droit international entendent arrêter, et ce n'est évidemment pas pour rien que cette notion et celle de crime contre l'humanité ont été érigées après la Seconde Guerre mondiale. L'incrimination est venue de la réaction, terrible, de prise de conscience après la Shoah, de la réaction « plus jamais ça ». Et donc, un des outils, mais malheureusement, le droit a ses limites, on le sait bien, mais un des outils pour dire le plus jamais ça, c'est de l'incriminer, mais l'incriminer dès le départ, l'incriminer a priori. On a voulu vraiment dire plus jamais ça, et pour ça, on va identifier les comportements crimes de génocide qui mènent au génocide, sans attendre évidemment d'arriver au génocide. Et de nouveau, on revient avec cette distinction. Le génocide est le résultat malheureusement du crime qu'on n'a pas pu empêcher, qu'on incrimine bien entendu, mais il est important évidemment que cette incrimination existe avant le début, le premier mort, je dirais, du crime. Alors, on va maintenant revenir un peu plus spécifiquement à ce qui se joue dans le débat autour de Gaza, mais aussi d'ailleurs au massacre du 7 octobre qui ont précédé. Et on va faire un point là-dessus, puisqu'il y a des dossiers pendants justement devant la justice internationale qui concernent cet enjeu spécifiquement. On va faire le point là-dessus avec Sarah Pousset. Deux institutions de justice internationale tentent de vérifier si oui ou non des crimes de génocide ont été ou sont actuellement commis. D'abord, la Cour internationale de justice. C'est en réalité le tribunal de l'ONU qui règle les conflits entre États. Elle mène une enquête suite à une plainte de l'Afrique du Sud en décembre 2023. Selon cette dernière, Israël manque à ses devoirs pour prévenir le génocide et certains de ses actes ont un caractère génocidaire.
Un premier verdict a été rendu par la Cour l'année dernière et il a immédiatement ordonné à Israël de prendre des mesures préventives pour que son armée ne viole pas la Convention sur le génocide. Cela passe par exemple par plus d'aide humanitaire ou l'arrêt de l'offensive militaire à Rafah. Mais la partie de la plainte concernant justement de possibles crimes de génocide, elle doit encore être examinée. Entre-temps, 15 autres pays, dont la Belgique, ont rejoint l'Afrique du Sud dans ce procès contre Israël. En parallèle, des affaires sont aussi lancées du côté de la CPI, la Cour pénale internationale, qui est elle justement compétente pour poursuivre et juger les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, crimes d'agression ou crimes de génocide. Et la CPI enquête aussi depuis plusieurs années sur les crimes commis en Palestine et elle a décidé d'y ouvrir une enquête dès 2019. La demande pour ouvrir une enquête a été encore relancée en 2023, à nouveau par l'Afrique du Sud, au motif notamment de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. La demande a aussi été soutenue par le Bangladesh, la Bolivie, les Comores, le Djibouti et puis en janvier 2024 par le Chili et le Mexique. Et c'est dans le cadre de cette enquête que la Cour pénale internationale a décidé de délivrer plusieurs mandats d'arrêt. D'abord contre 2 dirigeants du Hamas, dont la mort a ensuite été confirmée. Et puis le 21 novembre, contre Al-Masri, un autre dirigeant du Hamas dont on a appris la mort il y a 2 mois, mais aussi contre 2 dirigeants israéliens, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Tous ces hommes sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais sans aucune mention de crimes de génocide. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans que j'aimerais commenter avec vous, Damien van der Merch. D'abord, ce qui se passe au niveau de la Cour internationale de justice, où le jugement sur le fond, de savoir si on a affaire ou non à un crime de génocide, est toujours pendant. On n'a pas encore la décision de la justice là-dessus, mais on a quand même eu cette injonction à Israël d'arrêter son offensive à Rafah, dans le cadre quand même de la Convention pour la prévention, et le mot prévention est évidemment ici très important, du crime de génocide. Ça veut dire que avant de savoir si sur le fond on a affaire ou non à un génocide, il y a cette possibilité pour la Cour internationale de justice de prescrire des mesures pour empêcher à tout prix qu'on ait affaire à un crime de génocide, même avant de savoir si c'est ça qui est vraiment en jeu. C'est la volonté, c'est de dire toujours mieux vaut prévenir que guérir, bien entendu, surtout en cette matière-là. Et donc, c'est la sagesse, je dirais, l'enseignement. En 1948, on sait que le génocide, là, dans le sens général du terme, pas le crime de génocide, mais qu'il y a des signes avant-coureurs, il y a de l'extrémisme, il y a tout. Et donc, on savait souvent. Et on n'a rien fait. Et donc, on dit, mais donnons-nous un instrument pour pouvoir, quelque part, ordonner aux États, dans le cadre de ce recours devant la Cour internationale de justice, de pouvoir prendre des mesures préventives. Sans préjuger, sans attendre en fait que la catastrophe se soit réalisée, sans même attendre qu'il y ait des crimes de génocide qui soient commis. Mais on peut prévoir tout le dispositif, prévoir un dispositif humanitaire, j'ai envie de dire, ça ne crée aucun préjudice. Au contraire, c'est dire, mais non, il faut faire l'humanitaire, en tout cas pour empêcher le génocide. Alors ce qui est intéressant dans le recours, c'est que c'est quand même l'Afrique du Sud qui l'a fait. Et d'autres pays, c'est plus la justice du Nord contre le Sud, qui avait été souvent une critique pour la CPI, mais ici vous avez l'Afrique du Sud, qui est un pays qui sait de ce dont il parle. Pour moi, l'Afrique du Sud est le meilleur exemple de contre-exemple de génocide. Tous les ingrédients étaient présents. Après l'apartheid, après ce régime terriblement violent, on avait tous la crainte qu'en Afrique du Sud, la majorité noire s'en prenne à la majorité blanche, au nom de la race. Donc, génocide. Il ne s'est rien passé parce que des dirigeants africains en ont décidé autrement. Donc, c'est possible aussi de ne pas commettre un génocide. C'est pas inéluctable. Et donc, ces mesures, je trouve c'est intéressant, mais donc, au niveau de la Cour internationale de justice, c'est simplement État envers État. Donc, c'est pas du pénal, c'est vraiment des obligations au point de vue étatique et éventuellement des injonctions qui sont d'ailleurs données à l'État. Alors que la Cour pénale internationale, la CPI, elle peut s'en prendre à des dirigeants, d'où ces mandats d'arrêt lancés, mais qui n'ont pas retenu là le crime de génocide. La question que je me pose, moi, pour ces instances de justice internationale, Damien van der Merch, c'est comment est-ce qu'on travaille pour essayer de prouver
l'intentionnalité. Puisqu'au fond, c'est ça qui est au cœur ici de l'enjeu, c'est de savoir s'il y a cette intention de détruire en tout ou en partie un groupe ethnique, racial, religieux, on l'a évoqué tout à l'heure. Sur quoi est-ce que se basent les enquêteurs pour alors, du coup, essayer de définir si oui ou non il y a intentionnalité? Alors, on se base évidemment sur d'abord les actes. Il y a des actes qui répondent, les actes et les comportements répondent souvent à des logiques. Or, la logique, ça peut être cette intention de. Mais souvent, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on trouve beaucoup de traces dans les discours. Dans les discours annonçant les actes ou dans les discours interprétant ses propres actes. Si dans les discours au niveau de l'interprétation, et nous on a retrouvé ça sur la radio-télévision d'Émile Colline, donc tous les discours que le gouvernement rwandais avait intérimaire, qu'on qualifie de génocidaire, avait tenu, c'était de l'incitation très claire à éradiquer, à éliminer le Tutsi jusqu'au dernier. Et donc, on a pu analyser tous ces discours qui, suivant les juges, traduisaient tout à fait cette intention. Or, ici, vous avez affaire à des politiciens, donc il n'est pas exclu que dans les discours, mais aussi, soyons clairs, dans les actes, on puisse dégager cette logique, cette intention tout à fait particulière. En tant qu'expert, est-ce que vous estimez avoir des éléments pour pouvoir vous prononcer là, maintenant, sur le sujet et dire oui, il y a un génocide en cours à Gaza, par exemple, ou oui, c'était un crime de génocide, ce qui s'est passé le 7 octobre? Alors, vous me connaissez, je suis magistrat. Donc, moi, j'ai été juge. On ne préjuge pas. Donc, pour le moment, la Cour pénale internationale, au niveau des mandats d'arrêt, ça ne veut pas encore dire qu'ils ont commis les crimes. Ils sont présumés innocents. On a retenu crime contre l'humanité, crime de guerre. Donc, ils estiment qu'ils ont des éléments suffisants pour arriver à cette conclusion-là. Je ne connais pas le dossier, je n'ai pas tous les éléments. Si j'étais juge, je devrais éventuellement me prononcer. Si j'étais procureur, je devrais prendre position. Mais je vais laisser à mes collègues, évidemment, le soin de faire. Ça, c'est le respect, je veux dire, la rigueur qu'on doit toujours avoir. C'est de ne pas préjuger, justement. Si chacun vient avec son petit préjugement, maintenant, nous avons les critères, Chaque citoyen, chaque auditeur peut se faire sa propre opinion sur la base des informations dont elle dispose, puisque je vous ai donné les critères de définition du crime de génocide. Je crois que chacun peut se faire son idée à partir des informations dont il dispose, en étant toujours prudent qu'il ne dispose peut-être pas de toutes les informations. Oui, c'est le principe des clés, d'ailleurs, de vous fournir les clés pour pouvoir vous faire votre opinion. Il y a un petit message quand même que vous vouliez passer en tant que spécialiste de la justice humanitaire, et notamment dans la lecture et les débats qu'on peut avoir sur ce Voilà, c'est d'abord au nom de toutes les victimes. Vous savez, qu'on soit victime d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de génocide ou d'un crime de guerre, pour les victimes, c'est toujours un drame. Et il y a vraiment une règle dans le droit humanitaire, mais qui est essentielle. C'est que le crime des uns ne justifie jamais le crime des autres. Or, ça, on l'entend dans les discours. En disant, mais ils ont fait ça, ça justifie nos comportements, mais qui sont des crimes. Parce que les crimes de droit humanitaire, c'est s'en prendre à des innocents. Les innocents, ils n'ont rien demandé, qu'ils soient dans un camp, dans un autre, ils n'ont rien demandé. Et au nom de tous ces innocents, moi je dis toujours, attention, les crimes des uns ne justifient jamais les crimes des autres. Les crimes des uns ne justifient jamais les crimes des autres. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cet épisode des Clés. Un grand merci à Damien van der Merch pour sa participation. Damien van der Merch, magistrat, on le rappelle, et qui était juge d'instruction au moment où la justice belge a eu à juger de crimes de génocide concernant le Rwanda. Merci aussi à Guillaume de Smet pour la réalisation sonore. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Les Clés, on le rappelle, c'est un podcast de La Première, et si vous jugez son contenu pertinent, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître autour de vous.